Bonjour à toutes et à tous, donc Karine Bardou-Jacquet du groupe Alliance. Donc, je suis conseillère en protection sociale et l'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous présenter donc l'acceptation du risque en assurance de personnes. En gros, on va voir la prévoyance, l'assurance emprunteur et essayer d'apporter des informations générales sur ce sujet et surtout être porteur d'espoir puisqu'il y a des solutions. Voilà, donc moi, mon métier, c'est d'être en proximité avec les personnes avec qui je travaille et donc je ne répondrai pas sur des questions personnelles ou précises. En revanche, je vous donnerai les informations générales qui peuvent vous intéresser. Laetitia ? Bonjour à tous, je m'appelle Laetitia Lejar, je suis conseillère en gestion de patrimoine pour le groupe Alliance. Je m'occupe principalement d'accompagner mes clients dans leurs différents projets de vie, que ce soit dans le développement de leur patrimoine jusqu'à l'optimisation, mais aussi pour des questions plus au niveau de la prévoyance, pour la protection de leur famille, répondre à des questions qui sont plutôt d'ordre juridique, fiscal, social ou financière et leur aider à accomplir certains projets de vie dans les meilleures possibilités qu'offre le civil, mais aussi des solutions patrimoniales. Parce qu'il y a ce que dit la loi, donc le civil, et ce qu'il est possible de faire en utilisant d'autres leviers. Voilà. Et je répondrai à vos questions si vous en avez par la suite. Merci. Donc, entrons dans le vif du sujet. Donc, en 4 points, les conditions d'acceptation du risque. Premier point, le focus sur les caractéristiques génétiques, la réglementation spécifique à l'emprunteur, donc l'assurance emprunteur pour avoir accès aux prêts et au crédit immobilier, donc l'assurance qui va s'appliquer, et les sanctions d'une fausse déclaration. Voilà. Donc, les conditions d'acceptation du risque. Alors, hop. Les conditions d'acceptation du risque, c'est très simple. On va revenir sur un code des assurances. Donc, c'est de l'obligation de l'assuré en phase précontractuelle. Donc, le principe de base de l'assurance, c'est de savoir, si vous voulez, que tout le monde soit égal dans la prime à payer pour une assurance. Donc, l'assureur va poser des questions sur la santé du candidat à l'assurance. Donc, ce qu'il faut retenir, donc vous inquiétez pas, le PowerPoint, je vais le laisser aux organisateurs, donc vous pourrez vraiment l'avoir sous les yeux. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, il faut répondre très exactement aux questions qui sont posées et ne pas aller au-delà. C'est vraiment nature à apprécier le risque par rapport à une prime qui va être versée, mais c'est vraiment répondre exactement. Alors, pour ce faire, en fait, il y a eu un avant-après 2014. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en 2014, en fait, avant 2014, on obligeait l'assureur avait besoin d'informations plutôt générales, et depuis 2014, on doit répondre spécifiquement aux questions qui sont posées et pas aller au-delà. Alors, ce qui est intéressant dans cette nouveauté, c'est que on n'est pas obligé de déclarer une maladie héréditaire si ça ne répond pas à la question. Alors, un exemple peut-être pour vous illustrer. Donc, j'ai inséré un exemple de questionnaire médical. Si on regarde la question 3A, vous a-t-on déjà prescrit un traitement médical de plus de 30 jours, sauf pour affection saisonnière, contraception, ménopause? Si j'ai un traitement de plus de 30 jours qui concerne la contraception, je coche non. Et pareil, si j'ai un traitement médical qui a duré 21 jours, je coche non. Point. Je n'ai pas à dire davantage. Donc, c'est vraiment répondre très exactement et ne pas se mettre, ne pas donner des informations qui ne sont pas demandées. Donc, ça, c'est le principal apport de 2014 au niveau d'un arrêt de la Cour de cassation. Alors, ça, c'est quelque chose de très éclairant. Le candidat à l'assurance n'est pas obligé par la loi de déclarer le fait d'être porteur de gènes. En fait, il y a des porteurs de gènes sains et des porteurs de gènes qui ont déclenché la maladie. Donc, c'est là que le traitement va être différencié. Mais en tout cas, vous n'avez pas à le déclarer. L'assureur n'a pas à savoir cette particularité. Alors, on va faire un zoom sur la réglementation spécifique à l'emprunteur pour donner de bonnes nouvelles. Alors, ce qu'il faut que je précise quand même, c'est que plus on met en place une prévoyance tôt, plus on met une assurance
emprunteur tôt. Donc, par exemple, on peut être porteur du gène, la personne avant moi qui témoignait, donc porteur de gène sain, donc qui peut mettre en place une prévoyance ou une assurance emprunteur tôt. Qu'est-ce que ça fait déjà au niveau de la tarification, hein? C'est plus intéressant quand on est jeune de prendre une prévoyance. Pareil pour l'assurance emprunteur. Et puis, si la maladie est déclenchée au moment, au cours de la vie, eh bien, ce sera sur les garanties qui ont été signées au moment où vous étiez sain. Voilà. Alors, la convention AERAS, alors, donc un petit focus là-dessus. Donc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est faciliter l'emprunt au plus grand nombre pour des personnes qui vont être en situation de santé, risque de santé aggravé du fait d'une maladie ou d'un handicap. Donc, ça donne une possibilité d'accéder à l'emprunt, tout simplement, dès lors que cette situation est connue et posée. Donc là, on a la définition. Alors, pardon, du coup, hop. Voilà, donc une personne a un risque aggravé de santé si elle est malade ou a été malade et qu'elle présente un risque d'invalidité ou de décès plus grand que la moyenne. Alors, donc peut-être que vous avez déjà entendu parler de cette grille de référence. Donc c'est une grille de référence qui liste un certain nombre de pathologies et la dernière grille de 2021 intègre désormais des nouvelles possibilités et notamment les personnes porteuses du VIH. Voilà. Alors, cette grille de référence, de quelle manière elle permet l'accès à l'emprunt? Eh bien, c'est sous conditions à respecter. Donc, la première qui est commune à l'ensemble des Français qui souhaitent, enfin des Français et d'autres, hein, mais qui souhaitent s'assurer, c'est d'avoir une solvabilité, de présenter une solvabilité. Donc, ça, c'est le premier point. Ce que la convention AERAS demande également, c'est que l'encours ne doit pas dépasser 320 000 €. Donc, c'est quand même des conditions qui enferment un petit peu certaines situations et que l'âge de l'emprunteur n'excède pas 70 ans à la fin du remboursement du prêt. Alors, sur le questionnaire médical qui va être posé pour avoir accès à l'assurance d'emprunt. Donc, on a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est un questionnaire médical simplifié, donc qui concerne les porteurs sains. Soyons clairs. Dès lors qu'il y a un questionnaire médical où il y a une réponse positive, on passe au niveau 2, où là, il va y avoir un questionnaire un peu plus complémentaire et qui va permettre, si vous voulez, d'être accompagné par un médecin et de préciser ce qu'attend l'assureur. Toujours pareil, pour mettre une prime en adéquation avec le risque. Alors, qu'est-ce qui peut se passer donc à ce niveau 2? Il peut se passer soit une surprime, soit une exclusion du risque, soit un refus. On passe après au 3e niveau. Donc là, le 3e niveau, donc là, on passe devant une commission en collectif. Et là, effectivement, il y a assez peu de dossiers qui passent. Alors, c'est la raison pour laquelle, en fait, on a d'autres possibilités au niveau si l'assurance emprunteur ne peut pas être acquise, vous avez d'autres solutions qui existent, donc notamment un contrat d'assurance vie. Ce que je vous disais tout à l'heure de recourir soit à l'emprunt, soit à la prévoyance, soit à des dispositifs patrimoniaux pour garantir une assurance, c'est aussi une manière de le faire rapidement pour constituer son patrimoine. Peut-être que tu veux intervenir sur le contrat d'assurance vie. Ça peut ça peut garantir votre emprunt. Si vous n'êtes pas éligible à l'assurance emprunteur pour votre projet immobilier, vous pouvez effectivement utiliser d'autres leviers par le biais du financier qui pourra donc garantir votre projet. Donc l'assurance vie fait partie de ces leviers patrimoniaux qui permettent effectivement dans un montage de pouvoir garantir votre emprunt si jamais il arrivait un risque. Voilà. Et juste, excusez-moi, je rebondis là-dessus. Comme on disait tout à l'heure qu'il y a certains médecins qui ne sont pas au courant des choses, tout ça, tous les assureurs ou tous les courtiers que vous allez aller voir sont au courant de tout ça? C'est ce que vous nous dites que… Alors nous, on a une approche patrimoniale et expertise protection sociale, ce qui n'est pas forcément… On est vraiment en assurance globale. Ouais. Après, peut-être que la totalité des assureurs n'ont pas forcément… Enfin, je peux vous parler que notre expérience… Je veux dire par là, c'est que… Alors, c'est peut-être une impression, mais certains n'ont pas envie forcément, entre guillemets, de s'embêter. Peut-être exagéré, à aller chercher des solutions et préfèrent simplement dire non, on ne vous prend pas en charge, quoi. Enfin, C'est possible effectivement que par rapport au risque, certains assureurs préfèrent se mettre en retrait. Voilà.
Et il y a des leviers par rapport à ça, justement, parce qu'il me semblait que c'était contraint normalement. Enfin... Mais par la convention RS que vient d'expliquer Karine, effectivement, mais ça ne veut pas dire que, que la personne sera forcément acceptée. C'est les médecins conseils qui décident, pas les assureurs. C'est médecins conseils, oui. C'est les médecins conseils qui décident à chaque fois en fonction des examens et des rapports. Voilà, c'est du cas par cas. C'est le médecin conseil de la compagnie d'assurance. Oui, vous avez raison. Voilà, comme c'est du cas par cas, par rapport à certaines pathologies, on pourra utiliser d'autres solutions patrimoniales auxquelles vous n'avez peut-être pas pensé pour pouvoir arriver à votre projet. Parce que même dans l'exemple de patrimoine, l'emprunt l'assurance n'a pas été validée. Mais ce n'est pas obligatoire. On va juste répéter les questions parce que comme c'est sans micro pour que les gens... Ce n'est pas obligatoire si on nantit effectivement du financier. Mais ça, on pourra y revenir un peu plus tard. Et si vous avez des questions, je suis encore là après et je pourrai vous répondre individuellement. Il n'y a pas d'automatisme dans le... Une fois qu'on a passé le niveau 3, je pense que pour être bien clair, je vais répéter la question, mais une fois qu'on a passé le niveau 3 et qu'on est refusé par l'assurance, il n'y a pas un automatisme de la banque ou de l'assurance qui va proposer automatiquement ce type de montage. C'est quelque chose qu'il faut quand même avoir une petite démarche proactive, j'imagine. Il faut avoir effectivement une petite démarche proactive parce que ce ne sera pas forcément quelque chose qui sera proposé par le banquier. Là, on est plutôt sur de la gestion de patrimoine. Donc, nous, c'est notre métier, c'est notre force de pouvoir proposer des solutions à chacun d'entre nous pour arriver à nos fins. Maintenant, il y a certains assureurs ou certaines banques qui préfèrent se mettre en retrait parce que trop compliqué ou trop de risques. Voilà. Tout à fait. En plus, j'imagine que ça correspond à en plus une certaine partie de la population, puisqu'il faut quand même avoir au moins une assurance vie, je pense, conséquence ou des biens immobiliers ou un autre bien immobilier qui puisse... en termes de valeur, correspondre au prêt qu'on veut faire. Voilà, effectivement, c'est du cas par cas et il faut avoir des leviers à côté. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour un emprunt immobilier, c'est la banque qui décide. C'est pas nous, on est là en délégation externe pour apporter des solutions, mais c'est la banque qui fixe. Par exemple, si j'ai besoin d'un ITT à 30 jours, 60 jours ou 90 jours, l'ITT, c'est interruption temporaire de travail quand on est en arrêt maladie. Donc, c'est vraiment la banque qui va décider quelles sont les conditions qu'elle veut placer sur votre emprunt. Je suis face à des clients qui n'ont eu aucune obligation d'emprunt. Ça veut dire que s'il arrivait quelque chose à la personne, eh bien, c'était ses enfants qui allaient devoir rembourser la banque. Donc, ça dépend des banques, en fait. Nous, on intervient en deuxième niveau et nous, on suit sur l'assurance emprunteur. Alors, peut-être un zoom sur le niveau 3. Donc, le niveau 3, le dossier passe devant un service spécialisé d'experts de l'assurance qui s'appelle le Bureau commun d'assurance collective. Pardon. Peut-être quelqu'un qui veut... Ah, excusez-moi. Bonjour. Leslie Paris, du coup, Gilbert. Voilà, tout à fait. Alors, moi, je suis un peu hybride aujourd'hui parce que je suis patiente donc de l'hôpital. J'ai fait une mort subite, récupérée. Voilà. Je suis porteuse d'une DAVD, je suis suivie par le médecin, je suis adhérente à une association et je suis courtier en assurance. Je sais, je cumule, mais on fait comme on peut, personne n'est parfait. Voilà, donc je suis courtière en protection sociale. Mon métier, c'est effectivement de conseiller des personnes, de faire un audit de risque en fonction de la situation et de voir où sont les carences de protection. Alors du coup, c'est là que se rejoignent nos métiers pour le coup, avec toutes ces thématiques où qu'est-ce qui se passe si je suis en arrêt de travail, qu'est-ce qui se passe pour mon épouse, mes enfants, mon associé, si je suis chef d'entreprise. Voilà, donc tout ça, c'est des questions qui sont très importantes. Moi, je viendrai mesurer certains propos, mais ça m'engage moi en tant que pro d'un côté, mais surtout en tant que patiente et femme concernée par cette pathologie. J'ai essayé la convention AERAS, je suis passée en niveau 3, j'ai été refusée. Tout simplement, venir assurer une maison qui a déjà brûlé, c'est un peu compliqué. J'ai oublié de vous dire que je porte aussi un défibrillateur cardiaque, tant qu'à faire, on y va. Donc, concrètement, oui, il y a des choses qui peuvent solutionner. Le patrimonial, bien évidemment, en fait partie. Mais encore faut-il avoir un patrimoine, c'est pas mon cas. En tout cas, donc j'ai pas pu avoir recours à cette solution-là. Ceci étant, tout ça, ça s'étudie. Il y a des ascendants, des frères et sœurs, certaines typologies dans les familles où effectivement on peut faire des montages. Il y a des SCI familiales, il y a plein de choses qui sont possibles. Là, je peux pas vous parler de solutions
au cas par cas, c'est pas possible. Vous pouvez pas non plus le faire très clairement. Voilà, juste pour mesurer certaines choses où effectivement il n'y a pas d'obligation à la convention AERAS de donner à un moment donné une réponse positive ou de faire accéder à la personne à son projet. Moi, c'était pas possible. Voilà. Donc c'est juste en ça que je viens un tout petit peu mesurer avec cette casquette-là de malade, du coup, où cette convention, certes, elle a le mérite d'exister, et je pense que ça donne accès à beaucoup de personnes, et heureusement que ça existe, et il faut continuer à se battre avec les associations pour faire valoir ces droits-là. Mais il y a quand même des cas où, je suis désolée, il n'y a pas de solution aujourd'hui ni assurantielle, ni avec les médecins conseils de compagnie, qui effectivement vont pas prendre le risque d'assurer quelqu'un. Moi, ça m'est arrivé en 2017. Donc, il y a un petit peu de recul quand même, et pour autant, je dois être considérée suffisamment un risque pour qu'on décide de ne pas m'assurer. Voilà. C'est juste ce que je voulais ajouter. On va continuer de toute façon parce que ça va continuer les discussions après. Je voulais juste apporter ça. C'est bien d'avoir un témoignage. Effectivement, la convention AERAS, ça a été mis en place pour apporter une solution, mais effectivement, ça ne garantit pas à 100%. Et ce niveau 3... Il y a des questions sur le chat qui rejoignent exactement ça. J'ai 30 ans, je ne peux pas. Et quelle est la solution après, quoi? J'ai été refusé en niveau 3 et comment je fais, quoi? D'accord. Alors, la convention AERAS aussi, son intérêt, c'est d'instaurer un droit à l'oubli, donc pour des personnes qui ont été atteintes d'un cancer et pour lesquelles c'est réglé. Voilà. Les sanctions d'une fausse déclaration, avec un Pinocchio. Alors, attention, du droit. La différence majeure entre la déclaration intentionnelle et non intentionnelle, ça va être l'élément intentionnel, un peu comme un homicide volontaire involontaire. En gros, si je fais une fausse déclaration de manière intentionnelle, c'est dommage parce que toutes les primes que j'ai versées sont gardées par l'assureur, mais si le risque se manifeste, vous ne serez pas du tout remboursé. C'est la conséquence d'une fausse déclaration intentionnelle. Donc, ça reste acquis à l'assureur qui a droit au paiement des primes échues, mais pas de remboursement de sinistre. En revanche, l'omission ou les déclarations inexactes de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie, donc élément intentionnel ou pas, n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Donc, soit il y a un maintien de contrat avec une augmentation de la prime, qui peut ou pas être acceptée par l'assuré, ou alors l'indemnité peut être réduite en proportion des taux de primes qui sont payés par rapport à ce qui aurait été dû si le risque avait été complètement déclaré. Donc voilà, ça c'est les fondements juridiques de la fausse déclaration intentionnelle, la nullité du contrat ou l'augmentation de cotisation si c'est intentionnel. Voilà, donc c'est un propos assez court pour rester accessible. J'espère que le langage a été suffisamment clair pour vous, que ça vous donne des informations. Alors, est-ce que vous souhaitez que nous lisions les questions qui nous ont été posées pour tenter d'apporter des réponses, puisqu'on nous a transmis des questions? Oui, bien sûr. Alors après, sauf si vous y avez déjà répondu, parce que j'imagine... parce qu'il y en avait pas mal. Donc, on a fait, un petit patchwork, alors, qui n'empêchera pas d'autres questions qui pourraient se poser par la suite. Donc, on avait la question, quels sont les risques si je ne déclare pas à mon assureur? Donc, on vient de le traiter. Donc, intentionnel, non intentionnel. Et vous voyez les conséquences que ça emporte, que ce soit intentionnel ou pas. Puis-je bénéficier d'une assurance vie avec ma pathologie et quelles en sont les modalités? Alors, il faut peut-être distinguer l'assurance vie du capital décès. C'est pas tout à fait la même chose. Donc, on fait l'amalgame souvent entre assurance vie et assurance décès. L'assurance vie, c'est vraiment un véhicule financier, une épargne, votre tirelire. Alors qu'une assurance décès, c'est une prévoyance qui demande donc une cotisation mensuelle, par exemple, et qui va garantir un risque de décès, un capital qui sera versé aux personnes de votre choix. Donc, c'est vraiment deux choses différentes. Mais pour souscrire à une assurance vie, il n'y a pas de questionnaire médical. On est dans le même principe que la complémentaire santé. Autre question, ça vous paraît clair? Dois-je avoir une assurance spécifique couvrant également mes enfants? J'ai une maladie héréditaire et mes enfants ne l'ont pas. Alors, encore une fois, le contrat d'assurance vie, ce qu'on conseille, dans la mesure où c'est possible d'adapter un budget, c'est de le mettre en place le plus tôt possible pour constituer une épargne le plus rapidement possible. Et sachez qu'il existe aussi, via les contrats de prévoyance, des options qui permettent de mettre en place des rentes éducation pour pouvoir couvrir les enfants si jamais on venait à disparaître prématurément.
Autre question, donc faut-il une assurance particulière pour ma vie professionnelle? Alors, tout dépend de votre situation. Si vous êtes travailleur non salarié ou salarié. Lorsqu'on est salarié, généralement, on bénéficie d'une prévoyance collective par son entreprise qui permet d'avoir des garanties en matière de prévoyance, qu'on soit en arrêt de travail. Je vous vois réagir, monsieur. C'est essentiellement les cadres. Alors, tout dépend des conventions collectives et des souhaits des employeurs, mais il y a des prévoyances qui existent aussi pour les non-cadres. En tout cas, là, si vous êtes salarié, donc je vous invite à vous rapprocher de votre RH pour avoir accès à ces garanties qui vous couvrent, parce que c'est capitaux décès, invalidité et arrêt de travail, donc qui couvrent votre rémunération en cas d'arrêt de travail. Si vous êtes travailleur non salarié, encore une fois, ça dépend de votre régime obligatoire. Vous avez un régime obligatoire qui constitue une première strate, et ensuite, l'idée, c'est de venir compléter la strate pour compléter un niveau de vie, et à ce moment-là, mettre une rente éducation pour couvrir vos proches en cas de disparition. Voilà, sur la prévoyance. Ma maladie évolue et impacte ma vie professionnelle désormais. Mon assurance, informée de ma pathologie, a-t-elle une indemnité compensatrice prévue en cas d'invalidité? Alors, oui, ça dépend de votre contrat. Ça dépend de ce qui est les garanties qui sont intégrées dans votre contrat. Et l'assureur paiera si effectivement dans les garanties, bien vous passez en invalidité ou vous êtes en arrêt de travail. Là, je vous renvoie aux lignes de votre contrat. Enfin, dernière question qui nous a été reportée. Mon assureur est informé de ma pathologie. Dois-je l'informer régulièrement de ma santé? Alors, oui, s'il y a un arrêt de travail. Oui, s'il y a une invalidité. Oui, finalement, s'il y a une garantie qui est en lien avec le changement de votre situation, votre état de santé. Voilà. J'espère que c'est éclairant et donc vous pouvez nous poser des questions qui n'auraient pas été traitées. Merci beaucoup. Une question, oui. Peut-être lui dire quelques mots supplémentaires en attendant, ou sinon ça résume un peu votre sensation également. Je me suis présentée un petit peu rapidement, mais enfin voilà, c'est vrai que je savais pas exactement comment m'intégrer à ça, sachant que je ne viens pas là avec ma carte pro, mais disons que j'ai cette double faculté de pouvoir répondre en tant que patiente concernée par des projets de vie et aussi en tant que professionnelle. Donc d'avoir vécu. Oui, c'est ça, c'est ça. J'ai un projet immobilier, j'ai 60 ans, j'ai fait un malaise en 2017, j'ai un défibrillateur et depuis 2019, je fais plus de malaise, j'ai été opéré par le docteur Ossini, donc j'ai le défibrillateur mais je fais plus de malaise, plus rien. Est-ce que je suis obligé de signaler ce que je viens de dire à mon banquier si je veux faire un emprunt? Alors, votre banquier, je n'en sais rien, je suis assureur. Non, mais si je veux faire un emprunt pour acheter un appartement. À l'assurance emprunteur, oui, forcément. Oui, parce qu'en fait, l'assurance emprunteur, ce que je vous expliquais, il y a un questionnaire médical qui intervient. Et alors, est-ce que vous êtes obligé en fait, tout dépend du questionnaire médical, la façon dont c'est posé. Là, de ce que vous me dites, vous n'êtes pas malade? Je suis j'ai le défibrillateur, je fais du malaise. Est-ce qu'il vous est arrivé dans les 5 dernières années où êtes-vous porteur d'une prothèse et ça va rattraper d'une façon ou d'une autre? Avez-vous un suivi médical? Avez-vous un traitement? Avez-vous des examens réguliers? Et là, ça va être... Puis là, je suis en arrêt maladie, je vais reprendre bientôt, mais bon. Alors, l'arrêt maladie, il est demandé systématique. Par contre, j'ai fait des assurances vie, ou comme vous dites, on ne m'a pas posé de questions. Donc, j'ai mis l'argent sur des assurances vie. En assurance vie, on ne pose pas de questions sur la souscription, mais par contre, l'assurance vie... il y a de multiples possibilités pour bien l'optimiser et donc protéger vos proches. Et il y a ce que dit le civil, si jamais rien n'est organisé. Et ce qu'il est possible de faire, justement, donc c'est vraiment du sur-mesure. Donc, c'est... On ne m'a pas posé de questions sur ma maladie, alors que ma conseillère est au courant, que c'est une amie. Elle est au courant, mais je n'ai pas rempli de questionnaire. C'est normal qu'elle ne vous ait pas posé de questions pour souscrire un contrat d'assurance vie, c'est une épargne. Mais ça n'a aucun lien avec votre... Vous n'aurez jamais d'indemnisation finalement de votre assurance vie selon les fluctuations de votre état de santé. L'assurance vie, c'est un contrat d'épargne. Vous placez de l'argent dessus. Jamais ils vont vous indemniser si vous avez un arrêt de travail, une invalidité. Mais si je veux emprunter, même si j'ai une assurance vie, je vais être coincé au niveau assurance.
Pas forcément, dans la mesure où vous pouvez faire un nantissement de votre contrat d'assurance vie. Alors, tout le monde ne l'accepte pas. Oui. Donc, il y a des sociétés qui l'acceptent, la nôtre en l'occurrence, qui permet effectivement d'utiliser votre contrat d'assurance vie pour pallier au fait que vous n'aurez pas d'assurance décès. S'il arrive un risque, si jamais vous décédez avant la fin de votre emprunt, donc ça sera l'assurance vie qui viendra donc rembourser votre emprunt. Et au niveau assurance, alors pour les permis de conduire, je peux poser la question? On va faire juste un tout petit peu après le permis de conduire, on va terminer avec les assurances. Et voilà. moi, il y avait une chose que je voulais souligner qui est très importante, que vous avez, qui était écrite et que vous avez dite, c'est que c'est pas parce qu'on est porteur d'un gène qu'on a la maladie, d'accord? Si on est porteur sain, donc si on a fait le bilan qu'il n'y a pas de maladie, qu'on n'a aucun symptôme, qu'on n'a pas de trace de la maladie, et c'est pas parce qu'on a été testé génétiquement. Le gène, c'est un marqueur de risque et peut-être qu'il se passera rien, et jamais rien. Donc ça, on n'est pas obligé. C'est pas la maladie, le gène n'est pas la maladie quoi. Pour les assurances et pour les déclarations, la maladie c'est si on a des signes sur l'électrocardiogramme, des symptômes ou des choses comme ça. Mais s'il n'y a aucune trace sur l'électrocardiogramme ou tout, et si la seule trace entre guillemets c'est le gène, alors non, ça ne se déclare pas. Et ça c'est vraiment très important. Et puis c'est un message d'espoir. Oui, bien sûr. Voilà, on peut être porteur sain enfin, tout au long de sa vie et accéder à, et c'est pas une gêne par rapport à l'emprunt, par rapport à la prévoyance. Donc c'est un message d'espoir. Après l'ARS, on a vu que c'était des conditions limitées, mais ça mérite d'exister, ce que vous disiez. Après sur les autres solutions, effectivement, c'est de faire le point sur ce qui existe et d'essayer de trouver la solution la plus adaptée à chaque situation, puisque chaque vit des situations bien évidemment uniques. Donc c'est de vraiment trouver la solution qui est la plus adaptée. Voilà. Merci beaucoup. Donc, très bien. Ouais. Vous aviez... Alors, on va vous garder parce qu'on va parler du permis de conduire et je pense que ça va venir aux assurances aussi. Alors, pas que, mais un petit peu aussi. Sur le permis de conduire, ça peut-être pas vous aider. Moi, je suis vraiment de la personne. D'accord, ok. Les biens, tout ce qui est immobilier, non. Non, mais par rapport aux dommages corporels derrière, non, s'il y a un accident, tout ça, non, c'est... Alors, je connais des très bons avocats. Oui, voilà, il y a des avocats pour les indemnisations. Par contre, non, je ne peux pas vous... C'est vraiment sur l'assurance Ok, bon, c'est pas grave. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Merci beaucoup.